Mon nom, c'est Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Alors, je suis bien contente de votre présence à tous aujourd'hui. On va avoir une présentation par Martina Bastian. Je vous la présente à l'instant. Martina, elle est diplômée du Collège d'études ostéopathiques de Montréal après 2 années d'études en baccalauréat en biologie médicale à l'UQTR. Antérieurement, et elle pratique depuis maintenant 22 ans l'ostéopathie. Antérieurement, elle a été copropriétaire d'une ferme laitière pendant 16 ans. La santé animale et la santé humaine, c'est depuis toujours une préoccupation pour elle. Le projet éolien dans Nicolet-Yamaska l'a aussitôt interpellée et elle a souhaité faire un approfondissement des connaissances qui l'a amenée à rédiger son document Santé et éolienne, recension des connaissances qu'on vous a donné accès. Et puis aujourd'hui, ben c'est ça, on va aller regarder un petit peu derrière ces inquiétudes-là, tout ce qu'il y avait dans la littérature scientifique, tout ce qu'elle a pu retracer. Alors, on remercie énormément Martina parce que c'est un travail de titan qu'elle a fait, toutes ces lectures, toute cette traduction, compréhension, vulgarisation. Alors, merci beaucoup Martina d'être avec nous aujourd'hui pour nous faire un résumé de ton énorme travail. Bonjour tout le monde, ça m'a fait plaisir pour vous accueillir pour cette présentation. Je voudrais spécifier que le sujet il touche plusieurs facettes. Il y a les réglementations, la technologie, les spécificités des éoliennes, les spécificités avec les effets sur la santé. Donc, il y aurait des petits moments où vous aurez l'impression d'être perdu. Puis ne vous inquiétez pas parce que c'est des termes qui vont revenir au fur et à mesure dans la présentation. Donc, si vous ne l'avez pas compris à un passage, mais il va être répété à un autre moment et vous aurez tout le temps pour poser des questions à la fin. Bon, alors, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui sont la réglementation et le règlement de contrôle intérimaire qui s'est fait à notre MRC, avec les normes de l'industrie éolienne aussi et les technologies actuelles. Ensuite, on aurait les impacts sur la santé et comment expliquer les contradictions entre les études. Maintenant, pour l'introduction, je vous passe le mot à ma coéquipière, Janie Vachon-Robillard, porte-parole de PCNY. Alors, c'est juste un petit topo pour dire dans quel contexte on présente ce document-là aujourd'hui. Alors, la situation avec l'éolien au Québec en 2024, le gouvernement a officiellement annoncé qu'il veut de plus en plus d'énergie éolienne, jusqu'à 15 fois la taille de l'île de Montréal à travers la province. Majoritairement, c'est pour de l'industrialisation, des grandes entreprises qui nécessitent beaucoup d'électricité et pour de l'exportation. Malgré que ça a été dit que c'est pour la transition énergétique, on a aussi eu une conférence qui nous a démontré qu'on aurait assez d'énergie pour l'électrification des transports et une véritable transition énergétique au Québec sans produire davantage. Donc, il faut voir que c'est l'industrialisation et l'exportation qui nous amène à avoir cette demande de plus d'énergie éolienne. On est toujours dans une absence de plan de gestion intégrée des ressources qui permettrait d'avoir une conversation nationale sur le sujet, puis regarder vraiment comment on doit développer, si on doit développer davantage, et comment réduire aussi, que la réduction, la sobriété fasse partie de l'équation. L'éolien, c'est une énergie rapide à produire, c'est pour celle-là que c'est la plus rapide, donc c'est celle qui est visée. On vise aussi beaucoup de construction en terre agricole. C'est également plus rapide à installer puis moins coûteux pour les promoteurs privés. Alors, comme c'est des promoteurs privés qui installent l'énergie éolienne au Québec, ben, il faut se dire qu'il y a un lobby éolien qui existe. Et la question que je nous pose à tous, c'est est-ce qu'il y a un lobby équivalent pour l'efficacité énergétique et la sobriété au Québec? Mais je pense que la réponse, c'est non.
Alors, dans ce contexte-là, d'installation rapide des éoliennes sur le territoire, et on va le voir avec Martina plus loin, que les nouvelles éoliennes, c'est pas les mêmes que les générations qui ont été déjà installées à plusieurs endroits au Québec. Donc, il y a lieu de se poser les questions, est-ce que l'éolien en milieu habité, c'est une bonne chose, et est-ce que ça peut avoir des impacts sur notre bien-être et sur notre santé? Et c'est ça que Martina va tenter de répondre aujourd'hui. Donc, je vous fais un petit peu un topo aussi sur c'est quoi un règlement de contrôle intérimaire qu'on appelle communément le RCI. Alors, c'est un règlement qui permet de restreindre ou de régir la réalisation de nouveaux projets de lotissement, de construction ou de nouvelles utilisations du sol et du territoire. Alors, ce règlement-là, normalement, il est préventif. Alors, c'est pour temporairement interdire quelque chose, le temps qu'on puisse évaluer la situation, puis voir de quelle façon on veut le permettre et l'intégrer dans le schéma d'aménagement. Actuellement, c'est beaucoup utilisé au niveau de l'éolien par plusieurs MRC pour permettre, en fait, pour voir de quelle façon on permet l'éolien. Et le RCI a ça de particulier qui fait que ça s'applique pour toute la MRC et qu'on ne peut pas demander de référendums municipaux pour que les citoyens puissent se prononcer. Donc, nous, on considère que ça détourne un petit peu la démocratie et vous avez d'autres, on a fait d'autres conférences là-dessus si ça vous intéresse, qui sont disponibles sur pour un choix éclairé.ca. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la présentation de Martina. Et moi, je reste là pour interagir avec elle, pour aider parfois à s'assurer que ça soit bien vulgarisé, poser des petites questions pour juste être sûr qu'on suit tout le monde ensemble, ce qu'elle a, qui est quand même parfois complexe à nous présenter. Et puis, à la fin, comme Martina l'a dit, vous aurez une période de questions. Ne vous inquiétez pas, notez-les. Merci beaucoup à tous. Martina, je te laisse poursuivre. Oui. En novembre 2023, le règlement de contrôle intérimaire de notre MRC spécifiait les distances séparatrices minimales à respecter pour les promoteurs entre les maisons ou les immeubles protégés et les éoliennes. Les documents et les sources qui servaient à l'élaboration de ce document et de ces normes se référaient à des technologies antérieures, des éoliennes plus petites qui n'avaient pas le même fonctionnement non plus, des éoliennes de 3 MW. Tu peux changer la diapositive, Martina? Oui. La norme au Québec en vigueur est déterminée par les normes de bruit environnemental de l'OMS pour les éoliennes. Il y a une variante que je vais mentionner, mais vous retenez seulement celle du Québec, des promoteurs, qui est 40 dBA, bruit en pondération A, bruit audible pour l'oreille humaine. Celle de l'OMS, vous trouvez des fois le chiffre dBLDEN à 45. C'est à peu près équivalent, mais c'est avec des spécificités que c'est trop compliqué à équilibrer. Donc, retenez tout simplement, au Québec, l'industrie utilise la norme de 40 décibels A, bruit audible. Et cette norme exclut ou sous-estime les bruits qui sont sous l'audition humaine. Donc, les basses fréquences, les infrasons, puis exclut aussi les variations d'amplitude. Selon les sources et documents qui ne tiennent pas compte de l'évolution des technologies, on ne tient pas compte non plus la taille et la puissance et des impacts visuels. L'industrie a pu faire les dernières années des améliorations au niveau de la technologie. En augmentant la taille du rotor, ça veut dire le rotor, c'est le diamètre que les pales couvrent. On a pu augmenter de 60% la production éolienne. Et on a modifié également les pales. Le bout des pales, vous allez voir dans un schéma tout à l'heure, était modifié et le rotor était ralenti dans le but de ne pas augmenter le bruit émis. Donc, on a pu augmenter une puissance de 60%,
mais sans augmenter la puissance maximale du son émis. Par contre, plus le rotor est ralenti, plus le rotor... Non, excusez-moi, je me reprends. Plus le diamètre du rotor est augmenté, plus il émet des bruits dans le spectre inaudible des infrasons et basses fréquences. Donc, si on résume, l'augmentation de la taille du rotor fait en sorte que les éoliennes émettent maintenant proportionnellement plus d'infrasons et des sons de basse fréquence, et les normes en vigueur sont inadéquates pour évaluer la quantité d'infrasons et des sons de basse fréquence. Donc, le risque qui peut avoir des impacts sur la population avec les normes anciennes et les technologies nouvelles est là. Si on compare les éoliennes qu'on nous propose maintenant, c'est des éoliennes de 5 à 7 mégawatts. Ils sont d'une hauteur de 200 mètres et plus, et ça équivaut à peu près à un édifice de 50 étages où le mille de la Gauchetière. Et s'ils ont une fiche technique d'un fabricant, le poids d'une éolienne de 6 mégawatts serait de 7000 tonnes. Donc, on pourrait peut-être craindre ou voir des risques éventuels, peut-être sur nos ressources d'eau ou les aquifères. Si on parle du principe de précaution dans le développement, qui est un des principes du développement durable, il se définit ainsi: en l'absence, à un moment donné, de certitude, dû à un manque de connaissances techniques, scientifiques ou économiques, il convient malgré tout de prendre des mesures de gestion des risques afin de prévenir des dommages potentiels graves sur l'environnement et la santé. Dans l'exemple du règlement de contrôle de notre MRC, il y a 4 autres principes qui ont guidé l'élaboration. Sont les suivantes: respecter la qualité des milieux de vie des résidents, respecter la structure paysagère, limiter les risques pour la santé du public et protéger les milieux naturels. J'ai accroché sur le terme « limiter les risques pour la santé du public ». Pour moi, ça voulait dire donc il y a des risques pour la santé du public. La question que je me pose, c'est limiter, est-ce qu'on va limiter les impacts, l'intensité des impacts sur la santé, ou on va limiter le nombre de personnes qui seraient atteintes? Par rapport à protéger les milieux naturels, je me posais les questions en venant du milieu agricole. Comment on pourrait protéger nos ressources en eau ou nos sols avec des éoliennes de 7000 tonnes? Les règlements qui étaient élaborés pour encadrer l'implantation des projets éoliens dans notre MRC étaient les suivantes: au moins 800 mètres d'une maison de campagne ou au moins 1500 mètres des villages ou des immeubles protégés, au moins 300 mètres de protection des bâtiments d'élevage, et pour les milieux humides, au moins 50 mètres ou 30 mètres pour la protection des ouvrages de prélèvement des eaux. Donc, la pertinence des sources et documents utilisés pour élaborer cet encadrement-là était questionnable pour nous. Si on peut résumer, la détermination des essences séparatrices se basait sur des éoliennes de 3 mégawatts ou moins. On ne trouvait malheureusement aucune étude sur les éoliennes proposées de 5 à 7 mégawatts et leurs impacts éventuels. Ce qu'on voyait, on trouvait la technologie semblait avoir avancé plus vite que les connaissances et la science dans ce secteur. Donc, encore, si on revient au principe de précaution dans le cadre du développement durable, on voit qu'il y a des pas à franchir. Maintenant, les normes de l'industrie éolienne. Tout à l'heure, je l'ai mentionné, c'est 40 décibels qu'on utilise par l'industrie au Québec. Cet encadrement est déterminé par une limite sonore audible qui est mesurée à l'extérieur, à la façade des maisons. Ça ne représente qu'une moyenne. Les riverains peuvent donc être exposés à des niveaux plus élevés selon les conditions météorologiques.
Cette façon de mesurer, cette méthode, sous-estime les impacts du bruit des éoliennes, tels que les infrasons, les basses fréquences et la modulation de l'amplitude. L'INSPQ met en garde aussi sur la façon d'implanter des projets éoliens sur le territoire, puis constate un manque de fondements scientifiques. Les conseillers scientifiques mentionnent: les résultats de l'analyse ne permettent pas d'identifier une distance qui serait sécuritaire entre les éoliennes et les résidences. Si on se pose la question pourquoi, on va ajouter le commentaire d'un autre conseiller de l'INSPQ. Lui, il spécifie que la taille joue sur le bruit. Il dit plus l'éolienne est grosse, plus le 45 décibels va être atteint plus loin. Ça peut être un enjeu si des municipalités réfléchissent par rapport à des éoliennes de 1 MW il y a quelques années, alors que maintenant, ce sont des 7 à 10 MW que les promoteurs sont en train d'imaginer. La distance ne serait peut-être pas appropriée. En plus, la taille qui joue sur le bruit, il y a aussi un autre aspect qui peut rendre les modélisations pour la planification des parcs éoliens complexes. C'est la propagation du son. La propagation du son est influencée par de nombreux facteurs. La topographie, des conditions et la direction du vent, la nature du sol jouent aussi. Le nombre et le modèle d'éoliennes. Ceci crée beaucoup de difficultés pour des modélisations précises de la planification des parcs éoliens. Ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, que la technologie a été améliorée dans le but de ne pas augmenter le bruit émis maximum. Je vous ai fait spécifier aussi qu'on avait modifié le bout des pales dans le but de ne pas augmenter le bruit. Et on a ralenti la vitesse du rotor, tout dans le but de ne pas dépasser les limites de bruit. Si vous regardez, les éoliennes antérieures n'avaient pas ces modifications-là aux pales, étaient plus petites aussi, puis le bruit maximal était plus élevé même à l'époque que pour une 2,4 MW versus une 5 MW qui est maintenant à 105 décibels A puissance maximum. Et comme je vous avais dit aussi, l'augmentation du diamètre du rotor fait que le ralentissement de la vitesse fait qu'elle émet plus de basses fréquences et plus des infrasons, mais elle a aussi des plus grands impacts visuels. Ça peut affecter des gens. C'est des lumières qui clignotent la nuit, c'est comme des balisages ou les ombres mouvantes. Si on revient maintenant à cette plus grande proportion que ces nouvelles technologies font en infrasons et bruit inaudible, on spécifie, on peut bien, ouais, comment je veux dire, on spécifie des particularités du bruit des éoliennes. Donc, une des particularités sont que ces infrasons et sons de basse fréquence, ils voyagent sur des grandes distances. Ils sont augmentés à l'intérieur des habitations parce que, contrairement au bruit audible, ils peuvent traverser les murs et les structures, puis l'intérieur de la maison fonctionne comme une caisse de résonance. Ces ondes se propagent par l'air et le sol via le mode des éoliennes. Une autre caractéristique, la modulation d'amplitude. C'est le bruit aérodynamique des éoliennes, il n'est pas constant. Il augmente de façon périodique lors du mouvement de la pale vers le bas. Ce qu'on appelle la modulation d'amplitude. Cette modulation survient environ une fois à la seconde pour une éolienne type à 3 pales. Autrement dit, le niveau sonore augmente et diminue une fois à la seconde. Donc, cette variation peut être plusieurs décibels, donc peut être assez considérable. La modulation d'amplitude joue aussi a des impacts sur le sommeil et crée d'autres nuisances. Fait que si pour bien comprendre la modulation d'amplitude, c'est le fait que quand ça fait fouche, fouche, c'est la différence entre Quand la pale passe devant le mât. C'est ça. Oui, c'est quand la pale passe, quand elle descend, elle passe devant le mât. C'est là qu'il y a comme une augmentation soudaine, une variation soudaine du bruit.
C'est comme C'est un bruit qui change tout le temps, alors que c'est pas comme un bruit constant, comme le trafic sur l'autoroute, par exemple, qu'on entend un bruit de fond qui reste un peu constant. Ça, Oui, c'est c'est ça, c'est une particularité aux éoliennes. Les autres sources de bruit, les avions, le bruit routier, les trains, c'est pas de cette façon-là que ça augmente et diminue une fois à la seconde. C'est ça qui est une particularité, une spécificité. Les impacts des bruits inaudibles des éoliennes, comment on peut expliquer ça? Mais l'oreille interne, il y a quelques années, on a découvert l'oreille interne contient certaines cellules nerveuses auditives qui peuvent réagir même si on n'entend pas un son. Ils sont sensibles à des vibrations acoustiques et ils peuvent à ce moment-là se manifester comme des sensations dérangeantes. Ces sensations dérangeantes peuvent être autant la pression dans les oreilles, des étourdissements, des sensations de mal de mer. Ces vibrations acoustiques, en passant par ces cellules ciliées externes, ils vont aller au cerveau directement sans passer par le sens auditif. C'est pour ça qu'on avait longtemps la difficulté à expliquer le bruit des éoliennes qui émettaient avec les symptômes parce qu'ils sont inaudibles. Ils sont reliés avec le bruit inaudible et pas avec le bruit audible. Donc, c'est pour ça que certaines études disaient qu'il y avait, c'était des effets parce que les patients avaient un effet, les participants avaient un effet nocebo, ça veut dire c'était leur attente psychologique qui crée ces symptômes. Mais c'est ça, on a prouvé maintenant que c'est relié à ces cellules-là et parce qu'ils atteignent directement les centres d'équilibre et d'autres centres du cerveau. La modulation d'amplitude que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est la variation du son environ une fois par seconde, se reflète dans cette image ici. Ça, c'est un exemple d'une recherche de Hanson. C'était sur les études des éoliennes de 3 MW. Dans l'étude, on spécifie bien que 22% du temps la nuit, à des distances jusqu'à 3,5 km d'une ferme éolienne, c'est perceptible pour la population. Donc, ça affecte aussi, ça donne des dérangements, des nuisances et des dérangements pour le sommeil. Si on va maintenant aux impacts sur la santé, ce schéma il montre bien ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que le bruit des éoliennes crée une nuisance, une gêne, un dérangement plus élevé, plus rapide, à un niveau sonore plus rapidement que les autres sources de bruit, le chemin de fer, trafic routier ou les avions. On voit le terme ici highly annoyed. En anglais, le terme annoyed est important de spécifier. Il y a pas juste en anglais, le terme dérangement ou annoyance est utilisé pour l'évaluation du bruit environnemental. Il n'y a pas le même sens que si, par exemple, dans un café, le serveur me sert mon café puis je suis pas satisfaite ou dérangée par la façon que la crème est sur le café. C'est pas du tout ce sens-là. Comment je veux dire, en langage scientifique, le terme highly annoyed est associé à des problèmes problèmes de santé. Je vais vous donner l'explication aux prochaines diapositives. Donc, c'est ça. Pour résumer, les éoliennes, ça dérange à un bruit beaucoup plus rapidement un certain pourcentage de la population assez fortement, plus que les autres sources de bruit environnemental. Donc, cette définition est importante à retenir parce que souvent, vous allez lire dans les documents il y a un dérangement, mais c'est ça, c'est le dérangement, c'est pas léger. Dans ces termes, le terme anglais annoyance est souvent employé comme indicateur de référence dans la littérature scientifique. Il se traduit en français par les termes tels que dérangement, gêne, désagrément ou nuisance. Par exemple, on fait référence à un fort dérangement ou être fortement dérangé, highly annoyed, selon le contexte.
Selon l'OMS et Santé Canada, le terme High Annoyance est associé à un problème de santé publique. Dans la documentation scientifique, la nuisance a été étudiée comme un des effets sur la santé reconnu comme tel par l'OMS, une estimation de l'exposition subjective au bruit, et c'est un facteur confondant ou médiateur d'autres effets sur la santé, par exemple des effets cardiovasculaires. L'étude de Santé Canada a prouvé qu'il y avait un degré élevé de dérangement déjà à partir de 35 dBA. Le dérangement était causé par les vibrations, le clignotement des lumières, l'effet stroboscopique et les impacts visuels causés par les éoliennes. Il faut tenir compte aussi que le dérangement augmente beaucoup plus en milieu moins bruyant de nature, comme un milieu rural calme ou pendant la nuit. Par exemple, les éoliennes, s'ils sont près des emplacements où il y a une autoroute qui passe et le niveau de bruit est, par exemple, 45 décibels, déjà, elle ne serait pas perçue dérangeant comme s'il est dans une région où les niveaux de bruit initial, comme dans nos régions rurales, souvent c'est 20-22 décibels, l'écart est très grand. Donc, le dérangement aussi, puis il est augmenté la nuit. Il faut dire aussi que l'augmentation des décibels, c'est une échelle logarithmique, hein. Donc, quand ça augmente juste de 3 décibels, on dit que ça double la puissance du son qu'on entend. Oui, puis aussitôt, on dit aussi, aussitôt qu'on a un écart d'environ 10 décibels entre le bruit initial puis le bruit ajouté par l'industrie ou dans ce cas, les éoliennes, les plaintes de la population sont généralisées. Donc, c'est ça, si on passe de 22 ou 25 décibels à 35, le risque de plainte est assez généralisé et va être assez prononcé. Je ne sais pas si je l'ai mentionné tantôt, je pense que c'est ça, le niveau de bruit, des limites de bruit, des normes, ça a été établi dans le cadre qu'à 40 décibels, il n'y a pas plus que 10% de la population serait fortement dérangée. Donc, comme on a vu précédemment, finalement, c'est plus bas. À partir de 35 décibels, déjà, il y a plus que 10% de la population est dérangée. Puis on le voit, une forte augmentation à partir de 35 décibels. Quand ça passe de 35 à 40, il y a déjà une augmentation très forte du pourcentage. Donc, si je comprends bien, ce que tu disais, c'est que je crois que c'est l'OMS hein, qui a défini le 40 décibels de bruit audible comme étant la limite maximale, puis c'est là-dessus que les normes au Québec, au Canada se basent pour donner à l'industrie à quelle distance ils peuvent mettre les éoliennes, mais il faut qu'ils respectent le maximum de 40 décibels. Et ça, normalement, ça devrait correspondre à ce qu'il n'y a pas plus que 10% de la population qui est affectée par le bruit. Oui, Mais là, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas vraiment vrai parce que le 10%, en fait, il est atteint à 35 décibels. oui, c'est tout à fait ça. Merci, Janie. Merci à toi. Selon l'OMS, le sommeil commencerait à être altéré à partir de 35 dBA. L'OMS considère aussi que le bruit, c'est la deuxième source de pollution la plus importante après la pollution de l'air. Les effets du manque de sommeil sont importants parce qu'on dit les oreilles ne dorment jamais. Et on trouve pour le bruit audible ou inaudible, les infrasons, les basses fréquences et la modulation d'amplitude, qu'on a montré tantôt, qui est 1 fois par seconde, ils peuvent toutes affecter le sommeil. Puis les effets du sommeil sur la santé sont le stress, un cortisol élevé, anxiété, burn-out, insomnie, ça prend des médications des fois, épuisement, dépression. Mais il y a aussi des effets cardiovasculaires, les affections du système hormonal ou le développement des enfants, puis une difficulté de concentration et de mémoire. Quand on dit les oreilles ne dorment jamais, c'est parce que, mettons, on peut fermer les paupières, mais on ne peut pas fermer les oreilles.
Puis les infrasons, même si on mettait des écouteurs sur les oreilles, mais les effets, on va les avoir quand même. Oui, parce que dans ton document, on voyait que même les personnes sourdes ressentent l'effet Oui. des éoliennes qui tournent à cause des bruits de basse fréquence inaudibles. Oui, puis qui passe par, c'est ça, comme j'ai dit précédemment, par une autre structure, les cellules ciliées externes qui font partie de l'oreille interne, mais qui réagit à ce genre de vibration acoustique. Ceci est un schéma qui montre bien comment le sommeil a des effets sur la santé. Face à un son audible, les effets passent par un dérangement et des troubles du sommeil et vont donc atteindre indirectement la santé. Par rapport au infrason, lui, il va aussi donner des troubles du sommeil, mais lui, il peut avoir des effets directs sur la santé, comme ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, étourdissement, nausées, mal de mer et des tintements dans les oreilles. C'est pas les mêmes effets, mais les deux vont affecter le sommeil. Donc, le son audible a des effets indirects sur la santé. Et par les troubles du sommeil, les infrasons, ça fonctionne par le sommeil et par les effets directs. Donc, c'est pas les mêmes voies. Si on résume, les effets des deux, bruit audible, inaudible, donc les bruits audibles, ils passent par la régulation du système nerveux autonome. Ça cause du stress, ça cause des insomnies, de l'épuisement, dépression, les effets cardiovasculaires, le système hormonal, difficultés de concentration, de mémoire. Dans la recherche sur le bruit, on a pu prouver aussi que même si la personne continue à dormir la nuit, s'il y a une élévation soudaine de bruit, le cœur va accélérer. Donc, avec une exposition chronique prolongée, comme des habitants qui vivent, des riverains qui vivent proches des éoliennes, c'est une exposition qui peut avoir un effet cumulatif si c'est prolongé 7 jours sur 7, si les gens travaillent sur place aussi, ou c'est ça, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une exposition chronique, plus d'un an, l'effet va être cumulatif. Les bruits inaudibles. Est-ce que je peux t'interrompre juste une seconde, Martina? Oui, L'information intéressante qu'on avait discutée hier aussi sur les bruits audibles, c'est que ces recherches-là, ils concernent pas les éoliennes spécifiquement. Les recherches sur les toutes bruits les. audibles, c'est ça, ça fait longtemps qu'il y a des études là-dessus. C'est très solide comme preuve de tous ces effets-là parce que ça a le rapport avec le bruit des avions, du trafic, de plein de machines. Oui, tout à fait, c'est ça. La différence avec ce qu'on va parler là des bruits inaudibles, c'est que ça, c'est plus récent. Et dans le fond, l'industrie s'occupe de pas créer trop de bruit audible parce qu'elle a pas le choix, les preuves sont solides, mais ils sont pas encore. Ben, ils nous disent, mais là, on va en discuter plus tard, là, qu'ils sont pas capables de faire le lien avec les autres syndromes, mais c'est parce qu'ils regardent pas les bruits inaudibles. La documentation d'un promoteur qui a été dans notre MRC, on lisait là-dessus, mais le bruit des éoliennes ne causait pas de perte auditive. Donc, il n'y avait pas des effets sur la santé prouvés. Donc, c'est ça, la documentation, des fois, l'information peut être assez partielle. Puis c'est vrai, le bruit des éoliennes à 40 décibels, il va probablement pas causer une perte d'audition. Mais ces bruits, comment je veux dire, les bruits audibles, oui, effectivement, c'est les bruits, c'est des études connues sur le bruit, de tout bruit environnemental depuis longtemps, sur toutes sortes de bruits environnementaux, en fait. Oui. Et c'est Euh, pas parce que ça nous rend pas sourds que ça peut pas nous nuire, hein? Donc, ça, oui, c'est bien ça, oui. je vais te laisser Ouais. avec l'autre colonne. Oui, oui, oui. Ah, c'est parfait, c'est bien dit. Oui, merci. Euh, ouais. Alors, ça, c'est ça, comme les infrasons basse fréquence, ça cause nausées, mal de mer, des réactions vestibulaires, ça veut dire du centre d'équilibre dans notre cerveau. Ça cause aussi ce qu'on appelle le syndrome éolien, sur lequel je vais revenir dans quelques fiches plus loin.
Les céphalées, des sensations de pression à la tête, oreille ou poitrine, des tintements dans les oreilles, des sensations de lourdeur. Ça, c'est des symptômes souvent que les gens ont notés quand ils vivaient avec l'exposition au bruit inaudible ou infrason ou basse fréquence, éoliennes ou autres, mais nous, on reste sur le chapitre des éoliennes. Alors, les infrasons basse fréquence, les populations les plus vulnérables, ce sont les enfants, particulièrement les enfants de moins de 6 ans, à cause de leur neurodéveloppement au niveau audition, cerveau, le centre de langage. Les personnes âgées aussi, parce qu'il y a des modifications des fois avec l'âge au niveau de l'audition. Les personnes avec des conditions médicales antérieures, ça les épuise encore davantage. Et des personnes souffrant du mal de transport sont particulièrement rapidement avec des symptômes des infrasons. Ce que je voulais dire aussi, les personnes sourdes peuvent avoir des symptômes, comme Janie a mentionné tantôt. Puis, les personnes qui souffrent des syndromes éoliens ou ces symptômes qui sont compris là-dedans, c'est rare qu'ils ont tous les symptômes qui sont regroupés sous le syndrome éolien. Par contre, l'effet est cumulatif. Contrairement à d'autres sources de bruit auxquelles on peut s'habituer, on a remarqué qu'avec les éoliennes, l'effet que les gens subissaient, il a empiré avec le temps. Donc, c'est différent pour cette problématique-là. Parmi les chercheurs qui ont contribué énormément à ajouter aux connaissances sur les éoliennes et les impacts sur les humains, on trouve entre autres professeur Jerry Punch, qui a fait un document extraordinaire de 17 pages de référence avec les études en appui qui contredisent les arguments de l'industrie éolienne. Ce document de 17 pages de référence seulement, déjà, elle se trouve en annexe 3. Ce document s'appelle, traduit en français, « Le bruit des éoliennes et la santé humaine ». Une histoire de 4 décennies de preuves démontrant que les éoliennes présentent des risques. Donc, c'est un rapport, une revue de littérature assez solide. Je vous recommande de prendre le temps de le lire pour ceux qui sont intéressés. D'autres personnes qui ont aussi beaucoup ajouté aux connaissances sur les éoliennes sont certains acousticiens, entre autres Robert Wren. Lui était témoin expert dans une poursuite contre des compagnies éoliennes dans la région de Falmouth aux États-Unis. La cause était gagnée. Ils ont pu prouver que les éoliennes faisaient plus que 40 décibels à certains moments. Et ça faisait 6 ans que les riverains se plaignaient. Puis, ils ont pu faire des preuves des nuisances réelles. Puis, selon lui, il dit la distance est avérée la seule option fiable de contrôle du bruit disponible pour les éoliennes jusqu'à présent. Dans la plupart des endroits, la distance n'est pas suffisante pour éviter les impacts. Il a pu découvrir aussi qu'avec l'augmentation de puissance des éoliennes, la gamme nauséogène devient importante. Ça veut dire nauséogène, ça veut dire la chance d'avoir le mal de transport ou les symptômes mal de cœur augmentent, plus l'éolienne augmente, plus la rotation du rotor ralentit, plus ils font des basses fréquences, donc plus on rentre dans la gamme où ça peut déclencher des nausées, mal de cœur, étourdissement et d'autres symptômes. Professeur Alex Salt, c'est un chercheur en otolaryngologie. C'est lui qui a pu découvrir par hasard, c'est tout à fait par hasard, il faisait la recherche sur d'autres troubles auditifs. Les fréquences des éoliennes pouvaient être reliées
avec les symptômes que les gens éprouvaient, donc avec les cellules ciliées extérieures qui transmettent le son directement au cerveau au lieu de passer par un liquide pour le son inaudible. Mais ça, c'est un peu compliqué. Je voulais juste vous dire, on lui en doit beaucoup parce que ça trouvait l'explication pourquoi les gens se plaignent depuis longtemps. Donc, le concept selon lequel ce que vous n'entendez pas ne peut pas vous affecter n'est pas valide. Maintenant, le syndrome éolien, c'était documenté par Dr. Nina Pierpont. Elle est contestée par certains. Par contre, le syndrome éolien était reconnu par la Cour de Toulouse en 2021 dans une poursuite des riverains. C'était un couple qui était très enchanté de l'arrivée des éoliennes, sauf qu'au bout d'un certain temps, ils ont eu toutes sortes de problèmes qui sont venus. Puis finalement, après plusieurs années, ils ont pu obtenir gain de cause puis un dédommagement par la compagnie d'éoliennes. Alors, parmi les symptômes du syndrome éolien, c'est les troubles de sommeil, les maux de tête, les perturbations, vibrations vestibulaires, viscérales. On a aussi certaines sensations sur certains organes, par exemple, à cause de cette vibration-là. Des étourdissements, des vertiges, des problèmes d'équilibre, des acouphènes, des sensations d'augmentation de la pression ou douleur à l'intérieur de l'oreille, des sensations dans le canal auditif externe, des problèmes de concentration et de mémoire, aussi irritabilité et colère, et fatigue et perte de motivation. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est rare qu'une personne va avoir tous les symptômes, puis ce qui rajoute aussi à la difficulté de faire des preuves que l'éolienne est en cause de certains problèmes de santé, c'est dans une même maison, sous le même toit, les gens ne vont pas réagir pareil. La sensibilité aux infrasons est très, très variable entre les personnes. Vous pouvez avoir dans une même maison des gens qui vont avoir des troubles de sommeil, quelqu'un d'autre va être étourdi, quelqu'un va avoir des mal de tête, puis quelqu'un ressentira rien pendant un temps assez long avant d'avoir des effets. Donc, ça ajoute à la difficulté de faire des preuves. Mhm. Ça fait penser au mal des transports dans une famille. Il peut y avoir une personne qui est pas capable qui a le mal de transport tout le temps, puis qui va avoir envie de vomir, puis les autres vont rien ressentir, là. Il y a des liens avec ça, je pense, hein. Oui, puis par rapport au professeur Alex Holt, l'otorhinolaryngologiste tantôt que j'ai mentionné, lui, il disait, quand l'industrie éolienne disait c'est l'effet nocebo, c'est l'effet psychologique qui fait que les gens ont des effets, mais il dit, c'est comme dire à quelqu'un qui a le mal des transports, c'est juste dans ta tête. C'est ça, c'est la même chose. C'est des symptômes réels pour la personne. Une autre acousticienne, une acousticienne qui a fait beaucoup de recherches sur tout ce qui pouvait avoir les effets des infrasons. C'est Dr. Mariana Alves Pereira. Elle, au début de ses recherches, quand elle a développé le concept de maladie vibroacoustique, elle s'intéressait surtout au bruit du personnel qui travaille sur les aéroports. Mais plus tard, elle a aussi examiné les effets des vibrations acoustiques des infrasons sur la population exposée à des bruits d'éoliennes. Elle, ce qui ressortait de ses études aussi, qu'est-ce qu'elle a souligné de plus, c'est les problèmes de santé apparaissent plus rapidement depuis l'arrivée des grandes éoliennes. Et l'effet du danger des infrasons et basses fréquences est lié au fait qu'ils sont dans le spectre inaudible et peuvent passer inaperçus pour plusieurs. De plus, l'effet cumulatif avec une exposition chronique. Elle donnait l'exemple, par exemple, si une personne a une radiographie pendant 10 ans, une fois par année, probablement elle ne sera pas affectée. Mais s'il a une pendant plusieurs années, tous les jours, ça se peut qu'elle peut avoir des effets liés à ces examens-là. Comment on peut expliquer maintenant les contradictions entre les études? Dans le rapport de l'INSPQ, j'ai vu aussi plusieurs spécifications. Il disait le financement par les sources indépendantes ou non indépendantes pouvait jouer sur la conclusion de l'étude. Les critères d'inclusion et exclusion des études aussi
pour certaines thématiques, ça a pu évincer des études pertinentes. Par exemple, si on veut évaluer le dérangement des éoliennes avec le bruit audible, puis on demande à la population, mais ça se peut qu'il y a des gens qui ne sont pas dérangés par le bruit, mais peut-être par les lumières qui clignotent la nuit ou les ombres mouvantes. Donc, dans une même maison, un va être dérangé par le bruit et l'autre par l'aspect visuel, donc, et un autre peut-être par les infrasons. Donc, c'est difficile d'avoir une puissance statistique assez élevée. Il y a des biais et lacunes aussi dans la méthodologie des études. Des fois, c'est difficile aussi si on fait une étude, comment les éoliennes peuvent affecter la population, puis on est dans un périmètre de 500 mètres à 10 km, ça se peut qu'une personne qui a 10 km d'une éolienne de 3 mégawatts soit pas très dérangée. Versus, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens, des fois, qui vivent à proximité des éoliennes, qui vivent une forte exposition. Donc, ce nombre limité des résidents qui vivent à proximité, ça donne des preuves statistiquement jugées faibles ou des preuves limitées. L'INSPQ spécifie preuves limitées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Il peut y avoir des preuves, mais le nombre de personnes qui peut le prouver n'est pas élevé. La population rurale n'est pas très dense. Je vais maintenant aussi, comme je disais aussi, la variabilité des symptômes des personnes habitées au même endroit, ça joue aussi dessus. Et je voulais aussi ajouter maintenant un autre chercheur qui a fait une découverte très importante par rapport aux éoliennes il y a quelques années. Il s'appelle Stephen Cooper. Je vais vous montrer rapidement sa figure, c'est lui, mais je vais revenir avant. Monsieur Cooper était appelé il y a plusieurs années par une compagnie éolienne en Australie pour expliquer ou étudier des problèmes. Donc, des riverains se plaignaient depuis plusieurs années que personne n'avait trouvé l'explication. Lui, ce qu'il a fait, c'est une des rares collaborations avec les compagnies éoliennes. Il était convenu que les éoliennes allaient être mises en arrêt ou en marche sans que les résidents étaient au courant. Ils ne pouvaient pas les voir, ils n'étaient pas au courant. Il a demandé aux participants de noter dans un journal quand ils ont des sensations dérangeantes. Et il a comparé ça avec les différents facteurs de bruit qu'il a mesurés. Il a vu que les symptômes ou les sensations dérangeantes que les personnes mentionnaient à certains moments spécifiques dans la journée ressemblaient beaucoup aux symptômes de l'éolien. Et quand il a mesuré avec ses outils de mesure réguliers pour voir s'il trouvait une corrélation avec le bruit, quand le bruit est fort, que les gens avaient des symptômes, il ne trouvait aucune corrélation. Après ça, il a vérifié d'autres façons avec les éoliennes quand ils repartent, ils arrêtent, ils repartent, ils arrêtent, ou les infrasons. En faisant de cette façon-là, il a trouvé exactement c'est quoi la signature acoustique des éoliennes. Et il était capable de reproduire, c'était le premier qui était capable de les reproduire en laboratoire, puis exposer des gens sans qu'ils sachent quand on mime ou on modélise le son, qui avait des sensations. Donc, c'est la première fois qu'on pouvait vraiment clairement dire ça, il appelait ça la signature des éoliennes. Avec ça, il a pu prouver aussi que l'effet nocebo, donc l'effet psychologique, n'est pas valide. Les gens ont raison. Puis aussi, il a dit qu'il faudrait changer la façon de réglementer les méthodes pour la planification. C'est inadéquat la façon qu'on détermine actuellement les limites pour la planification des parcs éoliens. Donc, si on revient ici, modélisation et collecte des données sont inadéquates. Oui, il y a de nombreuses études qui étaient faites. On a exposé des gens en laboratoire à du infrason qui ressemblait pas nécessairement à celui que les éoliennes émettent. Et on les a exposés des fois juste 10 minutes. Puis après ça, on a dit, voilà, il n'y a pas de corrélation entre l'exposition des infrasons puis les gens.
Donc, c'est ça que ça voulait dire. Modélisation et collecte des données peuvent être inadéquates. Donc, ça peut être un facteur. Puis, comme j'ai dit, l'absence de corrélation du bruit audible et des symptômes. C'est comme lui, il voyait pas quand les DBA, le bruit devenait fort, que ça expliquait les symptômes comme des étourdissements, les maux de tête ou des nausées. Donc, quand on lit dans les études, il n'y a pas de corrélation entre le bruit des éoliennes et les symptômes, les plaintes des citoyens. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ces plaintes-là sont pas fondées parce qu'il n'y a pas de lien avec le bruit audible. C'est juste que c'est lié à quelque chose d'autre. Et là, on comprend de plus en plus avec ces recherches-là que c'est lié au bruit inaudible. Ça revient un peu à ce qu'on a dit au début. L'INSPQ dit qu'ils ne sont pas capables de déterminer une distance qui serait sécuritaire parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Puis, M. Rand qui dit la distance c'est avéré à date le seul moyen effectif pour garantir qu'il n'y a pas de problème. Alors, M. Cooper, il dit ça prend des nouvelles réglementations. Puis, il propose, au lieu que ça soit normalement, il dit ça ne devrait pas être la population qui prouve qu'il y a des dommages, ça devrait être à l'industrie et au gouvernement de prouver d'être sécuritaire. Donc, il dit on pourrait poser les questions suivantes à nos réglementaires. Veuillez fournir des études sur lesquelles les critères des éoliennes ou parcs ont été développés. Comme si on revient au début, là, c'est juste sur le bruit audible de 40 décibels, ben, c'est insuffisant. Après ça, veuillez identifier là où les sources de bruit utilisées dans les études. Fait que ça aussi, comme j'ai dit, lui, il a évalué, excusez, il a évalué plus loin que le bruit audible, donc avec la puissance sonore, au changement si l'éolienne se met en marche, à la variation de la puissance émise, mettons, ou la modulation d'amplitude. Donc, c'est ça, les sources de bruit utilisées dans les études, toutes celles-là, bruit audible, inaudible, infrason et modulation d'amplitude. Ensuite, on devait demander aussi, veuillez fournir les données doses-réponses relatives aux éoliens, parcs éoliennes. Ça veut dire le niveau de bruit auquel 10% de la population serait fortement affectée. Ça aussi, on ne nous le fournit pas à date. Ou celui qui est fourni est insuffisant, si on peut dire ça. La plainte la plus courante des résidents concerne les troubles du sommeil. Veuillez fournir les études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le bruit dans tout indice acoustique pertinent. C'est un peu compliqué, indice acoustique pertinent, mais ça, c'est le langage des acousticiens. En tout cas, c'est son outil de mesure qui donne lieu à des troubles du sommeil. Ensuite, veuillez fournir des études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le niveau de bruit dans tout indice acoustique pertinent qui ne donnerait pas lieu à des troubles de sommeil. Ensuite, veuillez fournir des études sur le bruit des parcs éoliens qui identifient le niveau de bruit qui protégerait l'agrément acoustique des résidents à proximité des parcs éoliens. Et à la fin, à la lumière de ce qui précède, veuillez identifier qui serait responsable dans une demande de dommages et intérêts des conséquences des impacts négatifs. Mais dans le contexte où c'est les MRC qui deviennent responsables à 50% des parcs éoliens avec un promoteur privé, qui est responsable? Est-ce que c'est la MRC? Est-ce que c'est le promoteur privé? Est-ce que c'est les deux? Qu'est-ce qui va se passer s'il y aurait des effets négatifs? Comment ils répareraient? C'est ce qu'on aurait besoin de preuves pour que les citoyens se sentent en sécurité et se sentent rassurés qu'il y a des parcs éoliens qui s'installent près de chez eux. Oui, puis un autre point à apporter, le démantèlement des éoliennes, l'argent qui est mis de côté dans un fonds par les promoteurs dans le but de financer le démantèlement, c'est à partir de l'année 10 qu'on commence à mettre l'argent de côté dans un fonds. Par contre, si c'est comme tout à l'heure, je mentionnais la poursuite à Falmouth que M. Rand, qui était témoin expert au tribunal, qui ont gagné, mais si la poursuite commence au bout de 6 ans,
puis ensuite on met les éoliennes à l'arrêt, puis ensuite on démantèle. Je ne sais pas qui va payer, si c'est avant la 10e année ou avant qu'il y a de l'argent dans ce compte. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait que les MRC se prémunissent. Mm. Parce qu'on a bien vu au départ, quand tu parlais de la difficulté de modéliser le son, qu'il y a un risque là-dedans. Ils vont faire de leur mieux pour évaluer à quelle distance ça va pas dépasser le bruit audible de 40 décibels, mais il y a des facteurs où c'est difficile de bien l'évaluer. Donc, il y a un facteur de risque que les éoliennes soient installées trop près puis que ça dérange les gens, soit par le Oui. bruit audible ou par le bruit inaudible. Dans mon document, dans mon document, j'ai des graphiques qui étaient pour les petites éoliennes qui parlent des distances séparatrices. Pour les petites éoliennes, à l'époque, 2 ou 3 mégawatts, on recommandait 2 km ou plus, minimum 2 km. En France, il y a déjà eu pour des éoliennes de 2,5 mégawatts un règlement à l'époque qui était fait par l'Académie de médecine. On voulait mettre à 1500 mètres toute éolienne de 2,5 mégawatts. Par contre, après, on a créé une loi qui sortait des éoliennes de la catégorie industrielle et les mettait dans la catégorie qui est reliée par rapport au changement climatique. Donc, on a créé une autre catégorie et c'était maintenant la politique qui réglementait des normes. C'était plus l'Académie de médecine ou la science. C'est dans le document, il y a un graphique avec les recommandations pour les distances par rapport aux éoliennes actuelles. Selon les acousticiens, ce qu'ils recommandent, c'est des distances de plusieurs kilomètres. Il nous reste que 3 petites minutes pour comme terminer avant la période de Oui. questions. Donc, je te laisse aller avec la conclusion. Oui. OK. En terminant, à la lumière de cette recension, donc, on peut constater que les principes cités dans notre règlement de contrôle intérimaire ne pourront pas être respectés dans le cadre des projets éoliens à court terme. Les risques pourraient fort dépasser les bénéfices artificiels. La population n'est pas avertie suffisamment. La réglementation et les normes existantes sont inadéquates pour les technologies actuelles. La protection de la population rurale avoisinante des futurs projets éoliens est insuffisante actuellement. La recherche indépendante et les nombreuses plaintes sont la preuve des impacts. Selon l'OMS et l'INSPQ, plus d'études sont nécessaires. Les principes de précaution deviennent donc évidents et impératifs. Ils impliquent de ne pas reporter la mise en œuvre de mesures afin d'éviter que se réalise un dommage grave et irréversible à l'environnement et la santé, même si la relation de ce dommage demeure incertaine. Alexis de Tocqueville, le père de la sociologie, disait « Plus je vis, plus que je m'aperçois qu'après les véritables affections, le premier bien de ce monde est tout grossièrement la santé. » Je voulais spécifier que notre position n'est pas contre l'énergie éolienne, mais plutôt pro-santé. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Martina. Alors là, on voit, peux-tu remettre la prochaine slide, s'il te plaît? On a fait un quiz, en fait, Marc-Olivier du PCNY avec d'autres membres ont fait un quiz pour rassembler l'information que Martina vient nous transmettre d'une autre façon. Alors, si vous avez le goût de vous prêter au jeu, de voir ce que vous avez retenu de la présentation, vous pouvez aller faire le quiz, vous pouvez le partager avec à d'autres gens aussi, au lieu de lire le document, peuvent passer par cet outil de vulgarisation. Peux-tu aller à la prochaine slide également, s'il te plaît? Ah, on n'est pas sur le même le même PowerPoint. Alors, je vais te demander de arrêter ton partage d'écran et moi, je vais partager le mien. Est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Attends, je pense que je vais chercher. Est-ce que vous voyez la manifestation dimanche 8 décembre? Ouais. Oui, Oui. OK. Bon, ça, c'est une invitation à tout le monde. C'est une manifestation qui s'organise en... Je voulais profiter de l'occasion que vous êtes là pour vous faire cette invitation-là. C'est les syndicats, la FTQ, le syndicat de la fonction publique canadienne,
et puis d'autres groupes qui vont se mettre ensemble pour bloquer le projet de loi 69. Si vous n'en avez pas entendu parler, allez sur le site du Front commun pour la transition énergétique qui fait une recension des meilleures interventions lors de la commission parlementaire, des analyses de tous les groupes environnementaux et groupes sociaux qui préviennent que ça va faire augmenter la facture d'électricité en plus de ne pas aider la transition écologique. Et ça ouvre la voie à la privatisation de l'électricité. Alors, il s'organise une grande manifestation, un petit peu à la dernière minute, mais c'est ça, on a encore le temps d'y participer, de mettre ça à notre agenda le 8 décembre. Alors ici, dans Nicolet-Yamaska, on va tous devant le bureau de Donald Martel sur l'avenue Godefroy. On va vous renvoyer l'invitation par l'infolettre et cette manifestation va avoir lieu aussi au Saguenay, à Québec et dans d'autres régions du Québec. Je ne sais pas encore tout confirmé, mais tout le monde est bienvenu avec le PCE-NY devant le bureau de Donald Martel le 8 décembre. C'est un dimanche à 13 heures. Et je pense que c'est tout. Je vois. OK, oui, c'est ça, la dernière slide. Et voilà. Fait que je vous remercie beaucoup. Puis là,